les choses, flouer les héritiers de la succession Mayala, parce que si jamais elle pouvait aller par une procédure ordinaire, on pouvait vite détecter qu'il y a un problème. Mais hélas, Dieu est grand, Dieu est bon, elle a vite été rattrapée par cette intuition que l'appelant a eue, de pouvoir comprendre qu'il y a un problème. Et vous allez la condamner à payer à la succession la maudite somme de 1 million de dollars américains, ainsi vous aurez bien dit le droit. Les faux dont on reproche à la dame Stéphanie, il s'agit d'un faux qui trouve naissance dans l'acte de mariage qui est versé au dossier. Partie citée, Stéphanie, je crois. Partie très jeune dans le mariage, à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans, en 1964, qu'elle est partie en mariage. Et son frère qui l'a amené en mariage se trouve à ses côtés. Plus de 80 ans. 96 ans. Et l'autre qui est à ses côtés se trouve être le grand frère du Découyous qui a choisi cette dame lorsqu'il est allé se marier à Kitit. Qui a choisi cette maman, cette pauvre maman. La procédure que vous avez ici, elle ne devait naître si le premier juge n'était pas saisi. C'est parce que le premier juge était saisi que vous êtes aujourd'hui saisi en appel. Ma Mission TV, le miroir du monde. Votre honneur, quand nous devons parler de cet usage de la pièce fausse, quand est-ce que Madame Mayem Bambala a utilisé la pièce fausse? Ça a été avoué à l'audience passée. A-t-elle utilisé quand? Mais elle a produit. Où? C'est dans le dossier sous RC 14489 devant le tribunal de paix de Kinshasa Matete, où elle sollicitait de ce tribunal la liquidation du régime matrimonial avec son époux et pour qu'on procède au partage de biens qu'ils ont acquis pendant leur mariage. Et donc, elle a utilisé. On ne peut pas aller très loin chercher des miracles sur comment. Non, c'est simple. Et ça a été avoué. Votre honneur, quand on parle que le faux doit être punissable, mais on vient de vous démontrer longuement ici que c'est une fausse, elle a commis le faux. On sait qu'il y a des déclarations qui ont été faites. Il y a l'altération de la vérité sous plusieurs points qui prétendument ordonnait l'enregistrement tardif du mariage, alors que cela n'était pas le cas. Le jugement cité est dans son exploit sous RC 14489, barre chambre 5, devant le tribunal de paix de Kinshasa Matete. Et le jugement évoqué dans l'acte de mariage sous RCG 0419 qui était rendu par la chambre 32 tel que déclaré par les greffiers titulaires du tribunal de paix. Voilà d'ailleurs les dispositifs de ces jugements dont nous avons pu avoir une copie certifiée conforme. Il s'agit bel et bien d'une pièce fausse qu'elle a utilisée. Et donc c'est faux et punissable. Nous ne devons pas aller par 4 chemins. Quant à l'intention frauduleuse, mais votre honneur, elle s'est préparée. Elle s'est préparée dans tout ce qu'elle faisait. Voilà même
comment est-ce qu'elle est partie de manière très rapide en assignant à bref délai pour dissimuler tout d'abord les choses, flouer les héritiers de la succession Mayala, parce que si jamais elle pouvait aller par une procédure ordinaire, on pouvait vite détecter qu'il y a un problème. Mais là, Dieu est grand, Dieu est bon, elle a vite été rattrapée par cette intuition que l'appelant a eue de pouvoir comprendre qu'il y a un problème en ayant devant lui diverses décisions, tantôt jugement RC 0414 du tribunal de paix et de l'autre côté jugement RCG rendu par la chambre 8, excusez-moi, et de l'autre côté il y a le jugement RC 0414 rendu par le même tribunal mais par une autre chambre. Voilà. Cela a vite amené l'appelant à comprendre qu'il y avait un problème. Et cela se faisait avec une intention de nuire. Elle voulait vite aller avoir sa quote-part, la part du lion, puisque c'est ce dont elle avait besoin, sans tenir compte de la pluralité des héritiers que compte cette succession. Eh bien, c'est pour vouloir appauvrir grandement cette succession qu'elle était en train de procéder de la sorte. C'est pourquoi l'appelant Mayala Kiala émérite, qui n'a pas voulu laisser faire cette situation en vue de sauver la succession et donc tous les héritiers de cette succession, s'est permis d'initier cette action devant le premier juge qui a de manière très légère acquitté Madame Mayemba Mbala Stéphanie en dépit de tout ce qui venait de vous être démontré. C'est les bras pour attendre ce jugement s'exécuter parce qu'il y a même des dommages. On vous l'a dit tantôt par l'estimé confrère qui m'a précédé. Les héritiers qui souffrent d'un problème à payer le dommage intérêt à Madame Mayemba Mbala qui dirait c'est en train d'utiliser une pièce fausse pour vouloir obtenir beaucoup d'avantages dans la succession de leur père. Raison pour laquelle votre honneur, au regard de tout ce qui venait de vous être démontré ici, vous direz établi en fait comme un droit les infractions de faux commis en écriture et son usage tel que prévu par la loi. Vous allez infirmer, vous direz recevable, excusez-moi, l'appel de M. Mayala Kiala émérite et vous allez infirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Vous ordonnez, vous allez, excusez-moi, ordonner la confiscation du dit acte de mariage faux obtenu par Madame Mayemba Mbala Stéphanie et vous allez la condamner à payer à la succession la maudite somme de 1 million de dollars américains. Ainsi vous aurez bien dit le droit. Nous avons dit sous réserve de répliquer. De votre plaidoirie et passe la parole à l'organe de la loi pour prendre ces réquisitions. Merci pour la parole. C'est un plaisir pour nous de présenter nos réquisitions autour de cette affaire qui a été instruite par votre tribunal de main de maître, de manière à ce que le tribunal a dû s'en rendre compte effectivement de quoi il en est question dans cette affaire. Nous sommes en appel, point de besoin de revenir sur le fait. Le fait a été consigné non seulement sur la citation directe qui a saisi le premier juge, mais également le jugement entrepris en fait état. Et tout à l'heure, là, la partie civile est revenue
brièvement sur ces faits-là. Et puisque effectivement nous sommes au degré d'appel, il serait souhaitable que nous puissions dire un mot quant aux appels interjectés par devant votre tribunal. Il s'agit effectivement d'un appel du ministère public qui a été acté en date du 8 février de l'année en cours contre la décision rendue par le tribunal de paix de Kinshasa Matete en date du 20 décembre de l'année passée, soit 2021. Et dans l'entretemps, il y a eu aussi un appel qui a précédé. L'appel, celui de la partie civile, qui lui a été enrôlé le 23 décembre de l'année 2021. En principe, sur le plan de la forme, la première appel qui a été fait dans le délai, bien évidemment, parce que la décision n'a été rendue que le 20 décembre, l'appel acté le 23, et quant à notre appel, qui a été acté aussi dans le délai, puisque étant le parquet supérieur, la loi nous accorde un délai plus favorable pour faire acter un appel extraordinaire. Et c'est cet appel-là que nous avons acté et que donc, au regard de la forme, les deux appels seront déclarés recevables. L'appel contre la décision que j'étais tantôt en train de donner les références, rendu sous le RP 35-116 en date du 20 décembre, laquelle décision a acquitté la prévenue, la dame avec votre autorisation, Madame Mayemba Stéphanie, qui était reprochée des infractions de faux en écriture ainsi que de son usage. Le premier juge a estimé que ces deux infractions n'étaient pas établies et il en a purement acquitté la partie citée. Et c'est contre cette décision que nous sommes en appel. Et c'est parce que, bien entendu, le parquet s'étant rendu compte que la décision rendue par le tribunal de paix de Kinshasa Matete était une œuvre unique. Œuvre unique dans le sens que le juge n'a pas dit les droits qu'il fallait dire. Le juge s'est contenté sur certains éléments d'éclair que nous aurons le temps de développer tout à l'heure. Mais parlons de notre appel, parce que tout à l'heure, je l'ai qualifié d'appel extraordinaire. Je crois que le tribunal avait suivi, lors de l'instruction, la partie prévenue revenir sur l'appel du ministère public, en estimant que le ministère public ne pouvait pas interjecter appel, étant donné que devant le premier juge, nos réquisitions avaient pris la position que le juge a épousée plus tard, c'est-à-dire que nos réquisitions devant le premier juge consistaient à solliciter l'acquittement de la partie civile Mayemba et que par conséquent, les juges ayant fait droit à notre position, nous ne pouvions pas faire appel. Et là, je renvoie les souteneurs de cette thèse dans l'abondante jurisprudence ainsi que la doctrine notamment celle de Ribens, qui donne clairement les possibilités pour le parquet, même lorsque un magistrat du parquet, ministère public à l'audience, prend une position quelconque,
le parquet dans son ensemble, l'office, peut avoir une position contraire. La doctrine des Ribens voudrait que la position prise à l'audience par l'officier du ministère public ne s'impose pas à sa hiérarchie ni à l'office tout entier. Et que donc notre appel est recevable même si devant le premier juge nous avons sollicité l'acquittement. Et là je renvoie le contradicteur à la page 207 de l'instruction criminelle de Ribas. Je me permets de donner lecture d'une partie dont j'ai développé tantôt. Il est écrit, je suis au deuxième paragraphe, le parquet, organe de la loi, n'étant nullement lié par les réquisitions d'un officier du ministère public à une audience particulière, l'appel sera recevable lors même que la décision est conforme aux réquisitions. Donc cette jurisprudence, plutôt cette doctrine est épousée par plusieurs jurisprudences rendues par nos juridictions et que point de besoin de me retenir sur ça. Je pense que cela va être compris et le tribunal qui est censé connaître la loi, qui dit la loi, connaît la position aujourd'hui ou actuelle du ministre. Dans un autre sens, en stigmatisant le fait que notre acte d'appel fait allusion à un motif qu'on a mentionné à toute fin utile ou à toute fin, alors que lorsque nous avons démontré les griefs de notre appel, nous avons parlé de mal jugé. Là également, je voudrais rencontrer la partie qui a soutenu ces moyens-là en disant tout simplement que la déclaration d'appel que fait le ministère public ou toute autre partie est une option que nous prenons. Et cette option-là ne peut se résumer par le terme qui est repris sur l'acte d'appel. Il a même été jugé que l'acte d'appel qui contient les motifs tout simplement de mal jugé devra être soutenu par les éléments qui feront démontrer le fameux mal jugé. Notre option sur l'appel étant claire, notre appel qui concerne l'action publique, même lorsque nous avons repris sur l'acte d'appel comme étant comme motif toute fin utile, cela ne changerait en rien parce qu'effectivement il s'agit d'un mal jugé. Ces termes-là, qui est tantôt là développé par nous, ne peut aujourd'hui résumer les intentions de l'officier du ministère public parce que même ces options-là renvoient à la même chose qui est le mal jugé que nous avons constaté et que par conséquent, sur ces deux aspects, le tribunal se rendra compte que ces motifs-là développés ici pendant l'instruction ne sauraient retenir la présence du tribunal. L'appel du ministère public, parce que c'est cela qu'il s'agit. Pourquoi le ministère public est en appel? Lorsque nous étions en train de donner le motif d'appel, nous avons relevé 3 motifs notamment, je crois. Parce que nous nous sommes rendus compte que le premier juge, sur les 2 infractions, dans sa motivation, il s'est limité tout simplement sur ce qu'il a appelé doute. Et lorsque nous avons exposé les motifs d'appel, nous avons dit qu'il a conclu à un doute simpliste et insuffisant. Pourquoi nous avons dit cela? Cela ressort des éléments que le premier juge a eu droit. Le premier juge a eu droit à tous les éléments nécessaires pour qu'une condamnation soit prononcée.
Mais curieusement, le premier juge n'a pas examiné ces éléments-là intentionnellement et il a tout simplement estimé qu'il y avait doute. Je m'en vais à la décision qui a été rendue. Je suis au 6e feuillet, là où le premier juge est en train d'aborder la prévention du faux en écriture et il n'a développé qu'un seul élément, notamment l'altération de la vérité, l'élément matériel, où il a conclu au doute sous 2 volets. Je préfère en donner lecture de la petite motivation du juge qui ne va pas convaincre ce tribunal de CA. Le premier juge dit ceci. Il dit en plus, ajoute-t-il, que les parties ne l'ont fourni ni les jugements sous RCG 0419/8 ordonnant l'établissement d'actes de mariage, ni celui inscrit sous RCG 0419/32 ordonnant à son tour l'établissement d'un acte de naissance pour qu'enfin il constate et tire sa conviction qu'il y a eu faux ou pas, d'autant plus qu'il ne peut asseoir sa conviction sur un doute. C'est le premier aspect de la motivation du premier juge lorsqu'il conclut sur le doute. Le premier juge voudrait faire croire que la partie citante n'a pas été en mesure de produire les 2 décisions judiciaires remises en cause. Il fait allusion au RCG 0419 prononcé par la chambre 8 et RCG 0419 prononcé par la chambre 32. Pourtant, étant un juge pénal de surcroît actif, les parties ont produit devant lui d'abord le rapport du greffier divisionnaire sur l'inexistence de la décision ou référence reprise sur le fameux acte de mariage. Étant de manière logique le fait que la partie citante ne pouvait pas avoir ou détenir en elle la décision remise en cause, le premier juge ne pouvait pas opposer cet élément-là à la partie citante. La partie citante qui explique en disant que nous avons tout simplement vu un acte de mariage dans lequel on reprend les références d'une décision judiciaire. Et la partie citante est allée plus loin pour vérifier l'authenticité de la prétendue décision judiciaire. Et là, c'est l'administration du tribunal qui répond en expliquant que cette décision-là, rendue par la chambre 8, n'a jamais existé. De son doute, c'est le paragraphe qui vient après, toujours au 6e feuillet. Il dit ceci, poursuit-il, que s'agissant du nom de M. Koukila Ignace, inscrit dans l'acte de mariage comme témoin du mariage, mais qui serait déjà décédé avant son établissement, le tribunal relève que la partie citante soutient que cette personne serait morte sur base d'une attestation de témoignage produit au dossier. Or, les documents probants pour attester ou constater un décès, c'est l'acte de décès ou le certificat de décès qui n'a pas été produit. Or, dit-on, la preuve, je lis ce que je vois,
à la partie qui allègue, il pouvait dire la preuve incombe à la partie qui allègue le fait. La partie citante qui allègue cette mort ne l'a pas prouvé par un acte de décès ou encore un certificat de décès. Cela crée encore un doute. C'est le deuxième doute du juge par rapport à l'infraction du faux. Monsieur le Président, vous pouvez vous en rendre compte. Le juge, dont on lui présente une pièce dressée par un officier ministériel, il s'agit d'un officier de l'état civil, parce que l'officier de l'état civil ne dresse pas seulement des actes, mais il dresse également des actes supplétifs ou des actes de notoriété. Le premier juge qui voit un acte, lequel acte n'est pas contredit par un autre de même valeur. Mais le premier juge dit tout simplement, non, cet acte-là ne peut pas faire foi. Non, non, nous sommes en matière pénale. Le premier juge pouvait, si vraiment il avait besoin d'éléments, faire même comparaître des gens ou même inviter la personne qui avait établi les 10 actes. Mais il s'est limité à qualifier ces documents-là comme créant un doute. Pourtant, il n'y a pas eu un autre acte contraire à celui-là. Les faux dont on reproche à la dame Stéphanie, il s'agit d'un faux qui trouve naissance dans l'acte de mariage qui est versé au dossier. Et du début à la fin de cet acte, n'importe qui déjà à le voir peut constater qu'il s'agit là effectivement d'un acte faux. Je l'ai dit faux pourquoi, je vais développer l'altération de la vérité. Mais déjà nous sommes en 2017. Aucune commune de la ville de Kinshasa ne peut prétendre ne pas avoir des outils informatiques. Tous les actes de l'état civil à ce jour sont informatisés depuis 2005. Ce n'est qu'une parenthèse pour développer l'argument sur l'altération de la vérité. Mais nous avons un acte. Cet acte, les mentions, parce que je suis en train de développer l'altération de la vérité sous l'aspect du faux intellectuel. Partie citée, Stéphanie, je crois, nous ramène sur d'autres notions. L'acte prétend qu'il s'agit là d'un mariage enregistré. Le mariage enregistré devant l'officier de l'état civil, c'est-à-dire les parties après avoir célébré le mariage en famille, s'ils ont, par inadvertance, omis de respecter les délais pour se présenter devant l'officier de l'état civil, ils vont alors obtenir un jugement, lequel jugement fera que l'officier de l'état civil puisse enregistrer en retard le mariage célébré en famille. Et là, nous sommes dans les dispositions des articles 69, je crois. Je n'ai pas une bonne vision. 370 et suivant, où on explique la procédure. Je suis dans 374 et suivant, je suppose. Je l'avais écrit quelque part. Pour que ce mariage soit enregistré, la loi voudrait que les parties qui ont célébré ces mariages en famille se retrouvent effectivement devant l'officier de l'état civil.
Mais lorsque nous avons posé la question ici, Madame a répondu par le biais de ses conseils qu'elle n'a jamais été là-bas, que c'est l'avocat qui avait tout fait, et même le bourgmestre tente de convaincre le tribunal dans cette logique-là, qu'elle n'a jamais été là-bas. Je parlais de 370 alinéas 1er et 2, 374, 375 et suivants. La lecture combinée de ces dispositions fait montre de la procédure qu'il faut suivre et que suit d'ailleurs l'officier de l'état civil pour enregistrer un mariage. Contraire a voulu renvoyer la balle à son conseil, mais n'a pas pu apporter à son ancien conseil entre guillemets, mais n'a pas pu apporter ces éléments-là de la participation ou même des démarches qu'aurait mené un quelconque avocat pour l'établissement d'un acte aussi monstrueux que cet acte de mariage. Puisque cet élément-là est réuni, vous allez aussi constater que effectivement l'élément préjudice n'est pas à rechercher. Le préjudice est là, le préjudice qui se dessine par le simple fait que plusieurs personnes dans cette succession, parce qu'effectivement il s'agit aussi d'une succession ici, plusieurs personnes ont été surprises de voir Madame Stéphanie présenter cet acte de mariage et chercher à obtenir un avantage en se prévalant de la qualité d'épouse survivante et de surcroît solliciter la liquidation du régime matrimonial. Or, tout le monde le sait que la partie civile ici, qui fait partie des héritiers de la première catégorie dans la succession ici, est effectivement préjudiciée et que ce préjudice est énorme. Vous direz aussi cet élément établi. Il en reste l'intention frauduleuse qui n'est rien d'autre que l'intention dans le cas d'espèce se résume tout simplement par le fait que tout a été fait de manière chronométrée pour que Madame Stéphanie se retrouve dans cette posture. Elle savait au départ que ce qu'elle était en train de confectionner devait aboutir à une sollicitation de sa part, la sollicitation visant bien évidemment à la liquidation du régime matrimonial. Et que partant, l'élément intentionnel également n'est point à démontrer, elle est là et elle existe. Elle existe aussi parce que elle savait les répercussions que cela pourrait produire, surtout à l'égard des héritiers de la première catégorie qui étaient en train d'attendre effectivement que la succession soit liquidée également à leur profit. Au regard de tous ces éléments développés, vous direz établi en fait comme en droit la prévention du faux en écriture que nous avons développé à charge de Madame Mayimba Mbala Stéphanie,
Mais vous allez tout simplement constater que cette infraction est prescrite. Mais vous allez ordonner, après avoir bien évidemment infirmé l'œuvre du premier juge quant à ce qu'il avait conclu à l'acquittement, vous allez ordonner la confiscation ainsi que la destruction du prétendu acte de mariage qui a fait l'objet de cette infraction. Le premier juge a eu devant lui aussi à examiner l'infraction d'usage de faux. L'usage de faux qui naturellement tire ses origines sur le faux que nous avons développé tantôt. Cette infraction qui, elle, exige la présence de deux éléments, à savoir l'élément matériel qui se cristallise par la connaissance qu'a l'agent en utilisant l'acte, et le second élément, l'intention de la part de l'agent de caractère faux qui revêt l'acte qu'il utilise. Or déjà, ayant développé le faux en soi, que nous avons conclu par son établissement, l'usage qui a été fait et reconnu par la partie Stéphanie lors du procès sous RC 14, je crois, 489, au courant de l'année passée, vous allez vous en rendre compte que la partie, plutôt Madame Stéphanie, connaissait bien la nature ou les caractères faux de l'acte de mariage, mais pour ses intérêts égoïstes, elle en a préféré en faire état. En faire état devant le tribunal de Séance, et elle a reconnu l'utilisation de cet acte. Et puisque ces deux éléments constitutifs de cette infraction sont réunis, vous direz la seconde prévention établie en fait comme en droit, et en conséquence, vous allez infirmer l'œuvre du premier juge, qui du reste n'a développé que dans le sens de la première prévention, en disant que les doutes sur l'existence du faux entraînent également l'inexistence de l'infraction de l'usage. Vous allez comprendre que effectivement il y a le faux que nous avons déclaré et que partant l'usage qui a été fait dans le but de s'octroyer de droits, plus de droits qu'on n'a pas, vous allez en conséquence la condamner à 3 ans de servitude pénale principale, ainsi que d'une amende de 500 000 francs congolais, récupérable par 15 jours de servitude pénale subsidiaire, nous avons déjà dit que l'acte sera confisqué et détruit. Vous allez ordonner son arrestation immédiate, étant donné que
c'est des infractions qui sont des infractions intentionnelles, qui ont été faites de manière méchante dans le but de s'octroyer plus de droits, et que l'arrestation fera de manière à ce que ce genre de comportement soit stoppé. Vous mettrez le frais d'instance à charge de la partie prévenue, tarif plat. À défaut, elle subira 30 jours de contraintes par corps. Et vous ferez droit aux postulations de la partie civile quant à la réparation, qui bien évidemment, le préjudice est énorme. Et lorsque vous ferez cela, ça sera du bon droit. Nous nous réservons le droit de répliquer si nos réquisitions seront énumérées. Le tribunal prend acte de vos réquisitions et passe la parole à l'organe de la défense pour la plaidoirie. Vous avez la parole. Merci. L'énerver, nous allons énerver, je pense par là, nous allons énerver le réquisitoire du ministère public. Pas avec la doctrine, mais avec la loi et la jurisprudence. Ce n'est que par là que nous allons commencer la présente plaidoirie. Monsieur le Président, grand membre de la composition, Monsieur le procureur de la République, nous ne sommes pas devant vous pour prétendu mal jugé, pour prétendu à toutes fins utiles. Je commence par là, par rapport au ministère public. Appel relevé à toutes fins utiles de la décision qui a été rendue par le tribunal de paix de Kinshasa Matete sous RP 35-116/5. Mais avant d'y arriver, je voudrais, à l'intention du tribunal de Séon, dire un mot sur la dame qui est aujourd'hui malmenée par l'aplomb pour une cause juste. Cette dame a passé, elle est là, elle a passé plus de 50 ans, partie très jeune dans le mariage, à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans, en 1964, qu'elle est partie en mariage. Et son frère qui l'a amené en mariage se trouve à ses côtés. Plus de 80 ans. 96 ans. Et l'autre qui est à ses côtés se trouve être le grand frère du Découyous qui a choisi cette dame lorsqu'il est allé se marier à Kitit. Qui a choisi cette maman, cette pauvre maman. Il est là, à côté. Plus de 50 ans de mariage. Et le mariage a été célébré devant l'officier de l'état civil. Nous le disons. À cette époque-là. Et lorsque un expert, ignorant des règles de procédure, va s'atteler à faire ce que bon lui semble, on veut aujourd'hui, ces mêmes experts, à cause de cette turpitude-là, voudraient maintenant que la veuve puisse en répondre, puisse porter la responsabilité de votre propre turpitude. Parce que j'ai suivi tout à l'heure, le ministère public dit que non, il était resté dans sa soif. Alors que, devant lui, au premier degré,
des témoins ont affirmé cette vérité-là irréfragable. Monsieur le Président, comme je vous ai promis que je vais parler avec la loi, vous avez la loi est là, la doctrine est là, je vais utiliser ça, et ensuite, enfin, les livres les plus lus du monde entier, la Bible. Et la Bible, je vais tout simplement vous renvoyer à un auteur. Lévitique chapitre 19, de 15 à 18, et de 35 à 37. C'est ça la Bible. Donc je ne reviendrai plus sur la Bible, parce que je vous ai déjà donné des références. Moi je parle avec précision, clarté et concision. Je ne vais pas aller comme on a tenté de séduire, tenter d'emporter votre intime conviction. Je vais d'abord commencer par l'appel du ministère public. Vous allez déclarer cet appel irrécevable. Et je le dis, le ministère public est l'organe de la loi, il est censé protéger la loi, mais maintenant je vais lui opposer la loi, pas la doctrine, comme lui m'oppose. Il m'oppose la doctrine. Non, ici c'est la loi ou la jurisprudence. La doctrine ne peut venir que lorsque la situation se pose sur le plan de droit ou encore sur le plan jurisprudentiel. Monsieur le Président, pourquoi nous disons irrécevabilité? On a lu, j'ai suivi et je connais ça. La doctrine. Mais qu'elle dit la jurisprudence par rapport à ça? Monsieur le Président, lorsque vous allez vous retirer, mais moi je vais lire, vous verrez Sumbu, qui a fait un travail de titan sur la jurisprudence de la Cour suprême de justice, demi-siècle. Vous allez lire, et ça, je crois que même le ministère public aussi peut noter ça, c'est important pour lui, parce que c'est lui qui doit protéger tout le monde. Lire l'article, disons, aux pages 330, 443, 494 et 495, numéro 7. Par rapport aux difficultés que les partis éprouvent aujourd'hui, suite aux appels fantaisistes des ministères publics, surtout supérieurs, en disant j'ai fait appel à toutes fins utiles. C'est du jamais vu. Et on se permet de dire que non, les termes là, les termes généraux, nous sommes en appel. Monsieur le Président, c'est la toute première fois que je plaide pas devant vous. Mais excusez-moi, ce n'est pas pour vous flatter. Mais ça fait des années, j'ai 32 ans aujourd'hui. Ça fait des années que je n'ai jamais vu une composition sur le banc en train de rendre des décisions. C'est du jamais vu. Ça, ce sont des choses qui sont devenues rares. Cela voudrait dire que vous maîtrisez bien le droit. Cet appel doit être déclaré irrécevable, Monsieur le Président. Je vais prendre quelques pages. Parce que le ministère a lu, nous aussi, nous devons repliquer et je vais effectivement l'énerver, même s'il faut que nous puissions rester ici jusqu'à 20h, 21h. Il faut que j'arrive à convaincre le ministère public qu'il a tapé à côté. Par rapport, pourquoi nous disons que cet appel doit être déclaré irrécevable? Pour défaut d'intérêt. Et ce principe-là est consacré par l'ordonnance de 1886 qui dit ceci: par
pas d'intérêt, pas d'action. Qu'est-ce que je voudrais dire par là, Monsieur le Président? Vous avez suivi ici le ministère public s'est retrouvé dans la peau de la partie civile. Or, lui suit l'intérêt général. Il suit l'intérêt général. Mais curieusement ici, il a porté le costume de la partie civile. Il n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a demandé au premier degré lui a été accordé. Il n'a plus d'intérêt. Je voudrais qu'il puisse comprendre que dans le cas d'espèce, ce n'est pas la théorie qui vous a amené là sur la doctrine, non. L'unicité du ministère public, je ne veux pas rappeler, en tout cas je n'entre pas en détail, parce qu'il connaît très bien ce que ça veut dire, l'unicité du ministère public. Et dans les cas d'espèce, lui a obtenu, il a demandé à ce que cette dame soit acquittée, après avoir posé toutes ces questions, tout ce qu'il dit là, au premier degré. Et on va s'arranger en dessous des arbres pour former appel, motif d'appel à toute fin utile. Ça ne peut pas passer. Je ne vois pas cette composition qui m'a épaté du début jusqu'à la fin. Épouser pareil appel. Pas d'action sans intérêt. Monsieur le Président, je voudrais prendre 443. Toujours une autre jurisprudence. Ça ne sert à rien, surtout pas devant vous, je vais commencer à dire. Rendu par donc arrêt de la Cour suprême de justice. Parce que tellement vous m'avez épaté que vous lisez tous les... Est fondé en train de cassation totale de la décision attaquée, sans renvoi. Le moyen basé sur la violation du principe général de droit, pas d'action sans intérêt. En ce qui est, le juge d'appel a déclaré recevoir l'appel de la demanderesse originaire qui avait entièrement obtenu satisfaction du premier juge. Pas d'action sans intérêt, c'est fini là, je ne vais plus revenir. Ici, Monsieur le Président, nous savons que le ministère public n'introduit l'appel que pour l'intérêt de la loi. Comme je l'ai dit, c'est pour l'intérêt général. Mais vous constatez ici que son appel tend tout simplement à protéger les intérêts privés. Il y a la Cour suprême de justice qui s'est prononcée sur cette question-là. Toujours question d'intérêt. Le ministère public vous a dit quand il est entré, je vais revenir là-dessus, toujours pour démontrer, je n'ai même pas encore présenté le fait. C'est seulement à titre principal, son appel là devra être déclaré non fondé. Je crois que c'est comme ça qu'il a motivé pour tenter de dire que non, vous allez déclarer ces deux appels irrecevables. Je ne suis pas sur l'appel de la partie civile, hein, par rapport à son appel. Dès lors que lui s'est comporté en partie civile, dans un dossier où il est d'un parti jointe, dans un parti lui-même a reconnu ici la citation directe. Et, Monsieur le Président, il a essayé de se contredire en disant non, mais alors que
je ne veux pas dire à l'officier du ministère public que non. La hiérarchisation de ce corps-là veut dire quoi? Et les termes généraux, il y en a ici beaucoup. Nous allons mettre tous ces éléments dans notre plaidoirie. Donc, Monsieur le Président, lorsque vous allez vous retirer, je vais aborder le fond par rapport aux critiques qu'il a formées, il a faites à l'œuvre. Nous allons revenir, mais voyons d'abord comment cette dame présente brièvement le fait de la présente cause. C'est que j'ai fait là n'est qu'une brève présentation. Mais de quoi il est question, Monsieur le Président, Madame et Messieurs du tribunal, Messieurs l'organe de la loi? Nous sommes en 1964. Les grands frères qui hébergeaient les Découyus dans la commune de Makana, il est là. Il était venu pour que vous puissiez l'entendre. Mais parce que vous aviez estimé être suffisamment éclairé. C'est celui-là qui hébergeait les Découyus chez lui. En 63, il a décidé d'aller se marier au village. C'est à cette occasion qu'il va porter son joie pour son jeune frère, les Découyus, à Madame Mayimba. Lorsqu'il y rentre avec sa femme, mariée aussi, régulière, légalement, il va maintenant demander à son frère d'aller formaliser le mariage. C'est dans ces cadres-là qu'en 64, cette dame a été mariée par M. Mayala, d'heureuse mémoire. Et lorsque ce dernier rentre à Kinshasa ici, leur première résidence, c'est chez ces messieurs. Et ils ont évolué. Ils ont eu le premier enfant qui est vilipendé ici comme un malfrat. Ils ont évolué, deuxième enfant, troisième enfant. Et généralement, lorsque beaucoup d'hommes, la folie de l'argent peut amener à beaucoup de choses. C'est dans ces cadres-là, elle a été sincère. Ses enfants, ce sont ses enfants. Elle n'a aucun problème avec ses enfants. Ce sont ses enfants parce que c'est elle qui les a élevés pendant plus de 50 ans. Jamais eu de problème avec ses enfants. Mais en tant qu'homme d'affaires, les Découyus, par l'entremise d'un des témoins qui a déposé, vous avez tous les éléments là-bas, a décidé de solliciter les services de confrère Hervé Lévo Condé. J'étais très content. Quand j'ai vu le confrère plaider aujourd'hui, j'ai dit, ben, parce que j'avais peur. Que non, on allait rassembler les gens dehors là-bas. C'est ici. J'étais très content et en tout cas, je suis très content du confrère parce qu'au moins aujourd'hui, il a essayé un peu de parler. Très content. C'est ce confrère-là. Et il ne le conteste pas. C'est lui l'avocat du Découyus. Mais vous savez, sur le plan déontologique, ce n'est pas par devant vous ici que nous allons dire. Seulement, rappelez que sur le plan déontologique, on ne pouvait pas venir prendre parole. On ne pouvait pas, aujourd'hui, être l'avocat d'un groupe des enfants au détriment d'autres. Parce qu'on a été l'avocat conseil des Découyus.
Je ferme la parenthèse. Pour le reste, c'est ailleurs. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, La parole, elle a dit ceci: je vais être jugé. Non seulement pour prouver mon innocence, mais aussi pour laver mon nom, rétablir la mémoire de mon mari, là où il repose dans des conditions troubles, orchestrées par la cupidité indescriptible qui caractérise prétendument la partie civile. Je voudrais également laver mon nom au regard du monde entier et de cette famille que j'ai longtemps élevée. Alors, vous allez vous rendre compte que nous avons eu à l'audience passée, Monsieur le Président, émettre des réserves parce qu'il s'agit de la paix. Et le droit, c'est la forme. Et lorsque la forme est biaisée, on ne peut pas analyser le fond. C'est dans ces conditions-là que la partie intimée que nous représentons légalement a demandé qu'il y soit acté que nous allons soulever des moyens d'ordre procédural. Le moment est venu. C'est un moment historico-événementiel. Historico parce que vous allez assister, Monsieur le Président, honorable membre du siège, à la démonstration de la légèreté de l'accusation, une légèreté directe blâmable et de la prétendue partie civile. Monsieur le Président, ma cliente voudrait proposer quelques moyens de forme. Et les premiers moyens de forme qu'elle présente à votre tribunal relève de la nullité de la procédure entreprise sous RPA 3806. Bien entendu, pour violation des dispositions pertinentes, nous on plaide avec la loi à la main. On ne vient pas faire l'histoire ou l'historicité devant le juge. On ne vient pas faire le réseau funèbre. Mais on demande qu'on est devant le juge et c'est le moment de croiser les faits et le droit et la loi. Cette violation, cette nullité découle de la violation de l'article 17, alinéa 2 de la Constitution, 19 alinéa 3 de la Constitution du 18 février 2006, telle que révisée par la loi constitutionnelle numéro 11/002 du 20 janvier 2011 et des articles 54 et 103, 104 du décret du 6 août 1959 qui porte le code de procédure pénale. En ceci, Monsieur le Président, que la procédure telle qu'elle est entreprise viole sensiblement les droits de la défense de la partie citée. Non seulement qu'elle viole les droits de la défense, mais elle n'est pas légale ou régulière. Pourquoi nous le disons, Monsieur le Président? Quand vous prenez l'article 17 alinéa 2, nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi
et dans les formes qu'elle est prescrite. L'article 19. Les droits de la défense être organisés et garantis. Et l'article 154, alinéa 1er du Code de la procédure pénale dispose que la juridiction de jugement est saisie par la citation donnée au prévenu et éventuellement à la personne civilement responsable. À la requête du ministère public ou de la partie lésée. L'article de l'article 104 dispose que toutefois qu'il y a possibilité de l'aggravation de la situation du prévenu, il ne sera statué qu'après citation du prévenu. Qu'après citation du prévenu. Et non citation à prévenir. Alors, Monsieur le Président, la procédure que vous avez ici, elle ne devait naître si le premier juge n'était pas saisi. C'est parce que le premier juge était saisi que vous êtes aujourd'hui saisi en appel. Et cela avec l'ensemble des faits pour lesquels le premier juge était saisi. On ne vient pas fabriquer les faits devant le juge d'appel. Le juge d'appel doit se conformer, doit se renfermer sur ce qui a été saisi le premier juge. Mais Monsieur le Président, lorsque nous faisons la comparaison entre les deux exploits, la citation directe qui a saisi le premier juge sur RG 35 1116 et la citation à prévenir sous le RPA 3806, vous allez vous rendre compte que votre tribunal a accepté de convertir la citation directe en citation à prévenir. D'échanger la qualité de la partie requérante devant le premier juge, qui est une partie privée, à la partie publique qui est l'officier du ministère public. Alors, nous avons interrogé la loi, la Constitution. Est-ce qu'il y a une procédure, il y a un texte de loi qui donne au juge le pouvoir de convertir la citation directe en citation à prévenir? En tout cas, j'ai parcouru tous les textes depuis la Constitution à la fin. Il n'y a aucun texte de loi qui reconnaît au juge de modifier l'acte de saisine du premier juge à un autre acte de vente. Il n'y a aucun texte de loi. Alors, les stagiaires sont dans la salle, ils vont apprendre quoi? La citation directe est l'œuvre de la partie lésée, l'œuvre de la partie privée. Je voulais dire, il s'agit d'une modalité de saisine du juge pénal par la voie privée. Ce qui ne peut pas confondre avec la citation à prévenir, qui est la requête de l'officier du ministère public, à la base d'une instruction préparatoire ayant été menée sur un dossier RMP quelconque. Ma cliente se pose la question, par quelle alchimie de droit nous avons été notifiés en date du 28 février 2022 une citation à prévenir à la requête de l'officier du ministère public. Monsieur le Président, nous avons vérifié, complété les dossiers. Nous sommes allés au parquet. Nous avons vu les chefs d'office pour qu'on nous dise s'il a été instruit un dossier à la naissance de cet acte. Ce dossier n'a jamais été instruit. Même s'il avait été instruit, il ne devait pas parachuter devant le juge d'appel. Il devait commencer depuis le premier juge. Et pour vous dire, non, pour me conformer, voici ce que je fais. Le ministère public était saisi par la requête. Mais Monsieur le Président, l'acte dit à la requête comme monsieur l'officier du ministère public près le tribunal de grande instance.
Nous avons compulsé le dossier, M. le Président. Il n'y a aucune requête. Le ministère public est saisi le juge par une requête aux fins de fixation. J'ai suivi le juge en passant pour tenter. Vous connaissez, vous n'avez que la voie des recours à faire. Et revenez sur des exceptions nouvelles. Sur cette question, vous l'avez soulevée. Et les tribunaux, vous avez déjà répondu. Il est malaisé de se mettre à critiquer l'œuvre du juge devant lui-même. Continuez avec d'autres exceptions. Sur cette question-là, vous vous réservez en temps utile, vous savez, la voie des droits à emprunter, puisque les tribunaux s'étaient déjà prononcés. Avançons avec d'autres exceptions, si elles existent. J'ai nommé le moyen de la nullité de la procédure. Alors qu'à l'époque, c'était la réserve par rapport à la non-saisie. Ce sont deux choses différentes. Allez-y, avec le tribunal. Mais le moyen, c'est le moyen tiré du mérite du moyen de la nullité de la procédure. Allez-y, continuez. Je suis quand même assez aussi chevronné dans la procédure. Allez-y. Non, Monsieur le Président. Je voudrais vous dire que la nullité découle du fait que cette requête prise pas dans son dossier. Je voudrais également vous dire qu'il n'existe aucun texte de loi qui établit la distinction entre la citation directe et la citation au degré d'appel. Encore qu'il a été dit, non distinguit, non c'est distinguer des bémous. Là où la loi a dit, il a dit. Là où la loi a distingué, il a distingué. Et à ce jour, il n'y a aucune disposition légale qui établit votre honneur. Cette différenciation, si elle doit être chimérique, alors que le juge n'a d'autorité que la loi dans l'exercice de ses fonctions. Voilà pourquoi se tient à la nullité de la procédure. Deuxièmement, Monsieur le Président, il y a deux nullités. Lorsque vous lisez la citation à prévenir, qui porte à son sein des faits nouveaux, pour lesquels le premier juge n'a pas été saisi. Mais ces faits se trouvent ici, saisir votre tribunal et vous décidez de juger une partie par rapport aux faits pour lesquels le premier juge n'a pas été saisi. Je vous ai dit, ici, avant la Kinshasa, ville de son nom et capitaine de la République au capitaine de Sahel, il y a violation de molécules grammaticales, démocratie du Congo, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fabriquer et faire fabriquer un acte faux, une pièce fausse. En l'espèce, avoir confectionné ou fait confectionner le 28 juillet 2017, période encore couverte par la prescription de l'action publique, un acte de mariage. Je viens dans ces conditions-là. Lorsque l'on dit avoir confectionné, c'est que l'on a commis le faux par soi-même ou avec soi-même. Et lorsque l'on dit avoir fait confectionner, c'est que l'on a confectionné, on a fabriqué le faux, on l'a commis avec autrui. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui vient fabriquer l'acte en tenant compte des renseignements fournis par la partie qui la consulte. Mais Monsieur le Président, vous avez accepté que nous arrivions à plaider cette affaire en tenant compte de cette citation à prévenir. Et quand vous lisez la citation directe, nulle part il est dit dans la citation directe que notre cliente a eu à faire confectionner l'acte. Personnellement. Donc lorsque nous parlons avoir fait confectionner, nous tombons dans la logique de la criminalité d'emprunt, nous tombons dans la logique de la criminalité à double degré, nous tombons dans la logique de la participation criminelle. Ce qui revient à dire qu'il y a l'auteur intellectuel et l'auteur matériel. Monsieur le Président, honorable Bissé, croyez-vous légal, croyez-vous constitutionnel qu'une personne soit jugée pour des faits pour lesquels le premier juge n'a pas été saisi au degré d'appel? C'est là la violation des droits de la défense. C'est là qui affecte la nullité de la procédure. Et Monsieur le Président, honorable Bissé, vous allez vous rendre compte que ce moyen doit être déclaré recevable et fondé. Parce que le juge d'appel doit se renfermer sur la saisine
du premier juge. Il ne doit pas créer sa propre saisine. Sinon, dans ces conditions-là, le juge va excéder ses prérogatives, ses pouvoirs. C'est dans ces conditions-là qu'il a été jugé. Qu'il a été jugé par la cour d'appel de Boma. Lorsque le juge statue sur des faits non repris à la citation, il est censé avoir excédé ce pouvoir. S'il ne résulte ni de l'affaire d'audience, ni du jugement, que le prévenu a consenti à être jugé sur les dix faits. Dans la même logique, la cour d'appel de Boma décide de ceci. Le tribunal ne peut statuer sans le consentement du prévenu, même pour le déclarer non fondé, sur des faits dont il n'est pas saisi par dans la constitutionnalité de la poursuite, tel qu'exigé par l'article 17 alinéa 2. Je crois que dans ces conditions-là, Monsieur le Président de la Magistère, vous direz recevable et pertinemment fondé. Ce moyen de la nullité de la procédure pour violation des articles évoqués au moyen. Mais dans l'hypothèse extrême impossible, où vous allez passer outre ce moyen, Monsieur le Président, là-dedans nous présente un autre moyen qui est lié à l'irrécevabilité de la présente action. Irrécevabilité tirée de la prescription de celle-ci. Je suis d'accord pour une dernière fois avec le ministère public qui j'écris qu'il était en train de dormir sous mes lauriers. Parce que il a dit tout à l'heure, mais de façon un peu totalement illégale, qu'il y a, vous allez dire l'action, l'infraction du faux commun d'écriture, prescrite, mais il vous demande de décider sur les conséquences de cette incrimination. Ça, c'est un non-sens. Un non-sens. Ça, c'est un non-sens. Lorsqu'il y a prescription de l'action publique, la conséquence, c'est l'irrécevabilité de l'action. On ne peut pas dire d'une part que l'infraction est prescrite, mais non, mais ordonner la confiscation, la destruction. Mais là, vous êtes en train de vous contredire. Et cette contradiction, nous ne pouvons pas l'accepter devant ce forum, ainsi comme de stagiaires. Qu'un organe de la loi puisse requérir de façon confuse, une confusion mortelle, une confusion confusionnelle. Et on ne l'acceptera pas devant cet auditoire. Monsieur le Président, mais la prescription relève de l'article 24 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, tel que modifié complètement ces jours, qui dit que l'infraction sera prescrite pour une infraction qui est punie de 5 ans à 3 ans de servitude, à 3 ans d'écoulement du délai. Lorsqu'il n'a pas été posé les actes d'instruction et des actes de poursuite. Monsieur le Président, nous sommes en face de quelle incrimination? Il s'agit du faux commis en écriture. Qui a été commis, c'est quand, entre guillemets, si l'infraction aurait existé, parce que pour nous, l'infraction n'existe pas. Et on va le démontrer. J'ai cru que l'on ne sait plus être courageux pour renoncer à son action. Mais il a... Au premier round, tout a été déjà dit. Et au deuxième round, vous ne reviendrez que pour mettre les points sur les i. Les tribunaux l'estiment bien. Alors, les tribunaux va devoir accorder à chaque partie 10 minutes de temps de parole. Que vous soyez à 20 ou à 100, vous avez vos 10 minutes. Dites l'essentiel, ne revenez pas sur les redites, n'est-ce pas? Toutes les pièces dont les partis veulent encore analyser ici ont été déjà soumises au débat contradictoire. On n'a besoin de reprendre ces pièces-là et recommencer comme si ce sont des nouvelles pièces qui viennent d'être déposées sur la table du tribunal, n'est-ce pas?
revenez sur les éléments essentiels, les éléments de droit. 10 minutes chrono et le tribunal ne pourra ajouter aucune minute supplémentaire. Et que chacune des parties puisse comprendre qu'en lui retirant la parole, puisqu'elle a dépassé le temps, cela ne voudrait pas dire que le tribunal n'aime pas d'elle. Le tribunal aime toutes les parties et voudrait avoir tous les éléments de droit possibles pour rendre sa décision. Alors, il accorde la parole à la partie Mayala Kiala émérite à 13h57 précise. Quant à nous, nous estimons que notre tribunal a été énervé, comme il en a été le cas devant le premier juge. Par conséquent, nous la reconnaissons. Pour ce qui concerne les questions relevées de manière de l'ordre général, nous estimons être abondants dans la vente de la timing qui nous a été donné parce que nous devons répliquer sur tous les moyens qui ont énervé notre réquisition. Allez-y, monsieur le procureur. Monsieur le Président, c'est là état. Merci. Tout en vous réservant nous allons la possibilité de nous faire parvenir votre note. Vous avez vos 10 minutes. Merci. Parce que cela vaut la peine. À un certain moment, on s'est dit pourquoi les attaques personnelles envers le ministère public. Lorsqu'on touche notre intégrité, nous aurions cru que le tribunal allait à un certain moment ramener certains plaidaires à l'ordre, ce qui n'a pas été le cas. À un certain moment, on disait le ministère public a fait un appel intéressé, on l'a vu quelque part, sûrement négocié, ainsi de suite. À un certain moment, ça nous a offensés, mais nous avons aussi souhaité à ce que notre fils qui est en première licence puisse être là pour entendre ses répliques, parce qu'à un certain moment, le droit qu'il apprend à la maison va être bouleversé. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce qu'on a relevé autant de moyens autour de l'irrécevabilité de la peine. Je commence par là, des appels au pluriel, parce qu'on a également attaqué l'appel de la partie civile. Je vais résumer tous ces moyens-là d'irrécevabilité ainsi que le moyen autour de la nullité de la procédure et éventuellement aborder le fond très rapidement. Sur l'irrécevabilité de l'appel, on nous oppose plusieurs aspects. Le premier aspect, on voudrait ici que le tribunal déclare notre appel irrécevable au motif que nous sommes dépourvus d'intérêt. Et là, on cite l'adage, pas d'intérêt, pas d'action contre le ministère public. À un certain moment, je m'étais dit, est-ce que vraiment nous étions encore dans le même auditoire où il y avait un problème? Et là, on est en train de citer des jurisprudences, malheureusement parce qu'il faut toujours prendre avec autant de pincettes ce que le plaidaire donne. Donc, aussi longtemps que nous n'avons pas vu ça, nous n'allons pas croire à ces prétendues jurisprudences qui ont été évoquées à tort ici. Parce que, en tant que ministère public, lorsque nous interjectons appel, l'intérêt du ministère public est intimement lié à l'action pénale. L'action publique que mène l'officier du ministère public, à chaque fois que le ministère public initie une action ou use de ce droit de faire appel, on ne peut pas opposer au ministère public les défauts d'intérêt. Parce que ces défauts d'intérêt, bien évidemment, le ministère public que nous sommes, nous recherchons à ce que l'action publique puisse être efficace. Et lorsque l'action publique est mise en mal, nous pouvons interjecter appel. Et le second aspect, on revient sur ce qu'on avait tantôt développé, mais on le dit autrement en disant que le ministère public, alors que au premier degré, il avait donné ses réquisitions en faveur, bien évidemment, de la partie prévenue qui a été acquittée, et que à ce jour, il n'a pas droit de faire appel au motif que les parties qui peuvent faire appel, ce sont des parties qui ont vu leur conclusion ne pas être adjugées devant le premier juge. Non, j'étais en train d'expliquer la notion ici
de l'officier du ministère public en tant que personne qui est à l'audience et l'aspect qui concerne l'office du ministère public. Parce que vous êtes sans ignorer qu'en tant que magistrat du parquet, nous obéissons à ce qu'on appelle l'ordre hiérarchique, le principe qui existe en droit congolais, et que lorsque, à l'audience, vous avez pris une position, cette position-là peut être contredite par la hiérarchie ou même par l'office de manière générale lorsqu'il s'agit de l'action publique qui est mise en mal. Et qu'ici, nous n'avons usé que de ce droit-là, on ne peut pas à nous refuser un tel droit. Donc, le quatrième aspect, je vais m'en résumer et puis donner directement la quintessence de ce moyen. Le troisième aspect, l'on voudrait faire croire également que le ministère public, de quelle manière il pouvait faire appel alors que ses conclusions ou également sa position prise au premier degré l'a pris en otage autour du principe de l'indivisibilité du ministère public. Je crois que cela vaut de même de ce que j'ai développé ici, parce que je suis en train de lire et de rapporter ça au même moment, plutôt de rencontrer ça au même moment. Cela va dans le même sens pour dire qu'il faut faire le distinguo entre le magistrat qui siège, et voilà pourquoi il est même autorisé à l'officier du ministère public qui fait office du ministère public à l'audience, parfois de faire application de l'adage, la prime est serve, mais la parole est libre, parce que c'est à l'audience. Et cela n'a rien à voir avec une position que nous avons prise notamment en faisant appel. Et le droit congolais, lorsque vous lisez les codes de procédure pénale, nulle part il est interdit au ministère public de faire appel. Et lorsque cela est fait dans les formes requises, l'appel ne peut être que recevable. Donc, vous direz ces moyens par rapport à l'appel du ministère public irrélévant, vous allez les rejeter. Et également par rapport à ce qu'on a voulu, parce que je parle directement de l'appel, à ce qu'on a voulu insinuer ici autour de l'appel de la partie civile, où on voudrait faire croire au tribunal que par le fait qu'on n'a pas inscrit sur la procuration spéciale le ministère public comme partie au procès et que la procuration ne pourrait être considérée comme une procuration spéciale, nous pensons que c'est une mauvaise analyse des choses. Le ministère public dans un procès pénal est toujours présent, et même dans tout procès, et il est même considéré comme la partie principale. On ne peut pas, par le simple fait qu'on a repris l'affaire en disant « monsieur tel contre tel », et que le fait qu'on n'a pas repris le ministère public serait une entorse et que par conséquent la procuration n'est pas spéciale. Cela également est irrélévant dans le sens que ça n'a rien à voir avec les précisions sur le nom de partie. Le ministère public est considéré comme partie principale dans un procès pénal. L'irrécevabilité aussi tirée du fait que pour la partie prévenue, il y a eu prescription. Et c'est peut-être là où je vais plus m'appesantir. Il y a eu prescription et que le ministère public, en principe, ne pouvait pas d'abord solliciter à ce que le tribunal puisse demander à ce que les documents soient confisqués et détruits, et que par conséquent, l'on ne pouvait pas non plus continuer avec l'infraction de l'usage de faux, étant donné que la première prévention des développements qu'on était en train de mettre, on s'est dit que comment le ministère public peut parler de la prescription et au même moment, il va requérir, et c'est le ministère public qui est aussi allé jusqu'à dire que le fait pour la partie prévenue d'avoir inscrit sur l'acte une date certaine et que nous avons considéré que c'est doctissable de maximum de peine de 5 ans, la prescription qui intervient dans 3 ans, cela était tout à fait normal que nous parlions de la prescription. Mais cette prescription ne pouvait emporter l'infraction de l'usage de faux.
parce que pour l'usage, aussi longtemps que les documents continuent à être utilisés, l'usage ne peut être cristallisé et que l'infraction étant continue, à chaque fois que l'usage est posé, on peut considérer que l'infraction est cristallisée. Et que partant, au regard de ce que nous avons déjà dit tantôt, c'est que pour nous, le fait que l'infraction de faux soit prescrite, cela n'empêche les juges de décider sur le sort de l'acte. Parce que l'acte qui est faux en soi ne peut pas en produire des effets à la longue parce que l'utilisation causerait plus de dégâts. Donc, nous avons parlé dans le sens qu'on concluait directement pour l'infraction de l'usage et cela devait être compris de cette manière-là. Un autre élément par rapport à la nullité de la procédure, je crois que sur cet aspect, Monsieur le Président, nous avons sollicité votre clémence pour réagir rapidement. Merci beaucoup. Par rapport à la nullité de la procédure, nous estimons que cet aspect des choses a été longuement débattu ici par devant votre tribunal. Nous avons, le tribunal a même répondu sur ces moyens-là. On ne voit pas par quel mécanisme l'on pourrait revenir sur cet aspect. Un mot par rapport au fond du litige. Nous n'avons pas dit ici, parce qu'apparemment on a mal interprété notre position, en rapport avec l'aspect qu'on a insisté sur l'imputabilité, parce qu'apparemment on reconnaît les faits, on reconnaît que l'acte est faux, mais seulement on voudrait tout simplement développer un astuce en estimant que la dame prévenue n'a jamais pris part ou ces faits ne pourront lui être imputés. Mais nous étions en train de développer aussi ici que la dame Stéphanie, je crois, c'est elle qui a fourni les éléments. Nous n'avons pas dit ici, devant le tribunal, que Madame Stéphanie a attendu l'acte. Non. La manière dont l'acte a été confectionné, c'est Madame Stéphanie qui en a été l'auteur intellectuel. Et que, par rapport au faux, je m'excuse, Monsieur le Président, juste une minute. Par rapport au jugement qui a donné naissance à l'acte incriminé, personne jusque-là n'a su démontrer l'existence de ces jugements-là, alors que l'administration ou les greffes en a conclu que cette décision n'a jamais existé. Du faux ne peut découler un vrai et que la conséquence serait normale. Le certificat de non-appel qui a été dressé, ce certificat qui n'est qu'un document administratif qui est établi lorsque le greffier titulaire ou divisionnaire est en possession d'une décision judiciaire, il ne pouvait à ce moment-là vérifier l'authenticité de l'acte. Donc la contradiction autour d'un jugement qui donne lieu à un acte de mariage ne peut donner naissance qu'à un acte faux. Donc il faut un vrai ne peut sortir parce que le tribunal... Les parties prévenues, vous avez la parole et nous invitons aussi au respect du temps. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Malheureusement, le ministère public n'a rien dit. Rien du tout. J'ai pensé qu'il allait ébranler. Quand il dit que non, j'ai laissé tout ça pour vous, Monsieur le ministère public. Ah mais non, c'est pour que le ministère public puisse se lire. J'ai même donné des pages. Mais quand on est à défaut, je comprends, je peux donner un cas d'un magistrat, un haut magistrat au paquet de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, qui a été suspendu parce qu'il a requis effectivement, mais enfin, parce que la parole est libre. Plus mais simple, mais la parole est libre. C'est ça que vous êtes en train de dire. Malheureusement, vous n'avez pas atterri en disant que non, pour moi, je suis libre. Tout ce que je fais ici, c'est la hiérarchie. C'est ça le problème, monsieur le ministère public. Je vous connais, vous étiez avocat. Vous étiez parmi les meilleurs avocats de notre barreau. Mais ce que vous faites aujourd'hui, moi j'ai dit, je ne vous reconnais plus. Je ne vous ai pas reconnu. L'enfant est là dans la salle. Effectivement, il est assoiffé, vous n'avez rien dit. Hein? Donc les attaques ici, ça ne concerne pas le confrère que j'ai connu aujourd'hui, ministère public. Mais j'attaque le ministère public. Parce que c'est une aventure sur le procureur de la République. C'est une véritable aventure. Et j'ai pensé que vous allez dire, oui, tout ça c'est la position de la hiérarchie. Mais moi, étant indépendant, il n'y a rien. Et le haut magistrat là est resté pendant 3 mois.
à la maison. Lorsque vous le faites, vous faites cette manière, vous comportez la sorte. Moi, je serais venu vous voir. Si jamais on vous suspendait en disant que non, parce que vous avez dit la vérité, en disant ça, c'est la position de la hiérarchie. Mais dans les cas d'espèce, cette dame n'a jamais commis l'infraction. Les choses seraient, on aurait évolué. Mais malheureusement, je retire ma documentation. Il y en a beaucoup, c'est plein dans la salle. Hein? Je termine par là. S'il vous plaît, dans la composition des séances, il y a des magistrats qui, après avoir fini les études, ont passé les concours au barreau de la Combe et admis. Mais lorsqu'ils ont estimé qu'être là, au prétoire, ne représentait pas grand-chose pour eux, ils ont préféré être de ces côtés. Et parmi vous, il y a ceux qui n'ont pas voulu venir ici, qui sont là-bas. Alors, acceptez que nous seuls, ici, nous puissions exercer notre pouvoir de police de débat. Donc, il n'y a que moi ici qui ait le pouvoir d'interrompre qui que ce soit et dire quoi que ce soit. Tout le monde doit être calme. Vous ne parlez que quand je vous accorde la parole. Donc, évitez-nous ces histoires-là. Nous sommes déjà à la fin. On chute en douceur. Maître, vous avez la parole et une minute supplémentaire puisque le tribunal a été. Je suis en train de conclure, monsieur le juge président aussi. J'étais en train de déplorer tout simplement en disant à mon ex-confrère. Oui. Donc, non, je ne reviens pas sur ça. Vous savez, monsieur le président, moi, mon problème de vocation. Lorsqu'on se retrouve dans la profession par aventure, parfois, les choses se passent de cette manière-là. Mais moi, c'est la vocation. Hein? Donc, nous terminons en disant que le ministère public, la preuve en est que la partie civile n'a rien dit. Et le ministère public, lorsqu'il prend la parole, il commence à défendre la partie civile. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et dans le cas d'espèce, il aurait pu tout simplement dire non. Ici, dans le cas d'espèce, c'est la position de la hiérarchie. Nous, c'est ça qu'on attendait. On attendait de lui. Et puisqu'il n'y a rien qui a énervé notre brillante plaidoirie, vous allez tout simplement vous référer avec ce que nous avons dit verbalement, que nous allons vous déposer dans les délais qu'on appelle la note de plaidoirie. Pour le surplus, nous n'avons plus rien à dire. Il n'y a aucune autorisation dans les conseils. Si ce n'est que l'histoire d'une coterie judiciaire entre lui et la partie maître, le tribunal s'estime suffisamment éclairé, clôt les débats et prend cette cause en délibéré pour se prononcer dans les délais de la loi. Donc, avant qu'il ne soit, s'il vous plaît, maître, avant que les 10 jours ne soient accomplis, faites le nécessaire, déposez, puisque le tribunal fera un effort pour vous départager dans les délais. Et si vous traînez les pieds, ne soyez pas aussi les premiers à reprocher au tribunal d'avoir traîné les pieds. Non. Alors déposez vos notes de plaidoirie dans les délais pour voir le tribunal prononcer dans les délais. Vous ne déposez pas dans les délais, ne soyez pas très recoureux vis-à-vis du tribunal. Nous allons déposer le lundi. Lundi. Merci beaucoup, maître. Nous avons demandé, c'est pour le lundi. Merci beaucoup. RPA, s'il n'y a pas de projet intéressé, le tribunal appelle la pause. Ma mission TV, le miroir du monde.